c'est encore les équipements et la protection individuelle face à la COVID. Bon, c'est quelque chose qui m'interpelle parce que on fait face à ce virus chaque jour et nous avons des réflexes de protection que nous utilisons chaque jour dans notre quotidien. Alors, je vais vous en parler comme si vous étiez sur place et dans l'espoir que vous puissiez me comprendre, bien que nous soyons à distance. Ceci dit, je n'ai pas de problème. Vous pouvez me couper la parole, le siffler à n'importe quel moment. M'a toujours qu'à répondre non. Et puis, m'a pu prendre idée moins, d'autant plus que m'écrit les grandes lignes. Comme ça, je ne perdrai pas le fil de mes pensées. Bon, tout d'abord, nous savons que... Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Notando, docteur. Oui, autant d'aimer. Alors, tout d'abord, on sait que la protection individuelle face à la COVID est en fonction des connaissances que nous avons jusqu'à ce jour. Et ce que je tiens à vous dire, ce que je dis maintenant, peut-être ne se sera pas valable demain ou après-demain et n'était pas valable hier. Et nous savons lorsque quelqu'un tousse, généralement les gouttelettes de postillons peuvent aller au-delà de 4 mètres. De là, c'est à cet effet, à telle enseigne, on a pu instaurer une distanciation physique de 2 mètres. La distanciation de 2 mètres, ce n'est pas l'idéal. Au fond, ça devrait être même 4, 5, 6 mètres. C'est tout simplement à 2 mètres où les gouttelettes disparaissent à 10%. Si on est dans un endroit aéré, on sait que les gouttelettes vont se disperser beaucoup plus facilement, vont être moins concentrées, tandis que dans un endroit clos, comme dans une salle, les gouttelettes vont être plus concentrées et vont être suspendues dans l'air beaucoup plus longtemps. Ceci dit, on sait qu'à 2 mètres, 2 mètres et demi, il ne reste que 10% des gouttelettes. C'est pour cette raison-là qu'on sait qu'à cette distance-là, la possibilité de contracter la COVID est beaucoup plus difficile en gardant cette distanciation physique. Mais ce n'est pas suffisant. À ceci, on a ajouté les masques. Les masques, bien qu'il y a jusqu'à présent, on ne sait trop pourquoi, il y a des pays, mais je pense que c'est plutôt politique, qui ne veulent pas utiliser les masques de peur de bannir les droits, les libertés des uns et des autres. Mais les masques ont fait leur preuve en Chine et dans d'autres pays quand il y a eu d'autres infections par d'autres virus. On sait que lorsque quelqu'un ne porte pas le masque, sa propagation est très élevée. Elle est au-delà de 70%, même si vous êtes la personne exposée, vous n'êtes pas protégé. La meilleure protection qu'on peut avoir, c'est si la personne porte un masque. Si la personne porte un masque, on sait que le taux de contagion diminue, elle n'est que de 5%, même si cette personne est infectée et vous ne l'êtes pas et vous ne portez pas de masque. Si vous portez de masque, le taux de contagion diminue encore davantage. Bon, c'est un jeu de mots, mais c'est un fait. Elle diminue et il diminue ce taux-là de 5% à 1,5%. C'est pour cette raison, la meilleure façon de contrôler la propagation du virus, c'est la distanciation physique et le port des masques pour ce qui est de la mobilité de ce virus. Il y a également le lavage des mains. Le lavage des mains, vous savez, ici, probablement en Haïti, on doit aussi l'instaurer, probablement. On suggère de se laver les mains pendant 20 secondes. Alors, il faut se laver les doigts jusqu'au poignet à l'eau chaude. On fait couler l'eau et avec du savon. Pendant 20 secondes, le virus est anéanti. Alors, il n'y a pas de risque d'infection une fois qu'on se soit lavé les mains. Et on essuie les mains. En Haïti, on n'a pas ce problème-là parce qu'on essuie les mains avec du papier ou un essuie-tout ou bien une serviette qu'on ne va plus utiliser. Tandis que vous savez qu'au Canada, il y a beaucoup de séchoirs à air chaud. Il ne faut pas utiliser ces systèmes-là parce que ça va propager le virus. Alors, on se lave les mains pendant 20 secondes et lorsqu'on ferme le robinet, on prend le papier avec lequel on s'est essuyé les mains pour fermer le robinet. Alors, ça permet quand même
d'anéantir le virus qui était dans vos mains. Moi, ceci, il faut dire que dans le centre hospitalier où je suis, nous ajoutons aussi le lavage du visage. Nous faisons le lavage du visage parce que ce n'est pas recommandé. Parce que le virus, quand quelqu'un nous crache dessus, les postillons se fixent sur le visage et sur les parties supérieures dégagées. Alors, à chaque fois, je me lave les mains. Si j'ai la chance, si je suis à la toilette, je me lave également le visage. Et pour l'autre chose, il y a les ports de barrière qu'on peut avoir aussi. Il y a les lunettes. Les lunettes de protection. Dans une salle d'urgence à l'hôpital, nous portons tous des lunettes de protection sans exception. Les lunettes de protection est la base de notre protection avec les masques. Alors, dès qu'on arrive à l'hôpital, on se lave les mains, pas de plutôt avec un liquide alcoolique à 60%. On se lave les mains, on met le masque et les lunettes de protection. Il y a aussi la visière. La visière, c'est plutôt discutable. C'est quand la distanciation n'est pas possible, on va ajouter la visière à notre équipement de protection. Ceci dit, nous avons parlé de la distanciation physique, nous avons parlé des masques, nous avons parlé de la visière, des lunettes et du lavage des mains. Je vais vous dire comment on se prend généralement. Je vais prendre, et je n'ai rien inventé, je vais vous avouer, je prends tout simplement l'exemple conforme du centre hospitalier Pierre Le Gardeur et je le transmets tel qu'on le fait. Et je dois vous avouer que cela a donné du succès parce que parmi tous les médecins qui œuvrent à l'urgence, nous n'avons pas eu de contamination à notre hôpital. Il n'y a eu qu'un seul médecin qui a été contaminé. Malheureusement, ce fut par sa femme qui travaillait ailleurs. Alors, on peut dire que ce système-là a porté fruit. Tout d'abord, nous allons considérer que quelqu'un se présente à l'urgence à l'hôpital. La personne se présente au triage, il y a une affiche qui vous dit, écoutez, si vous avez la grippe, vous toussez, vous avez la fièvre, des douleurs musculaires, vous ne pouvez pas rentrer à l'hôpital. Vous ne pouvez pas franchir cette porte-là. Adressez-vous à la porte B. À la porte B, on prend tous les cas qui sont suspects de coronavirus, de COVID-19, tandis qu'à la porte A, on prend tous les cas qui ne sont pas suspects. Ceci dit, ces personnes-là sont évaluées par une infirmière parce qu'ils ne sont pas suspects de coronavirus, mais toutefois, l'infirmière a un équipement de protection. L'équipement de protection de l'infirmière consiste toujours, comme je vous disais, à un masque. Je vous montrerai tout à l'heure comment on porte le masque, mais je peux le faire toujours par les ficelles et les lunettes de protection. De façon aléatoire, il peut avoir une visière, les cheveux sont attachés, pas de bijoux, et il n'est pas nécessaire d'avoir une blouse. Chose à se rappeler, vous allez dire oui, non pas de blouse, mais pour la simple et unique raison. Une fois que nous rentrons à l'hôpital, le linge que j'avais à la maison, je ne l'ai plus. Je me déshabille, je me mets en costume bleu, vert, jaune, n'importe quoi, ce qu'on me fournit. D'habitude, c'est bleu ou le vert. Et les infirmières également, ils ont un costume de protection qui mettent une blouse et un pantalon. Alors, ce linge-là qui est à l'hôpital ne sort pas de l'hôpital. La seule chose qu'on peut faire, par exemple, il y a certaines personnes qui préfèrent leur uniforme qu'ils ont fait sur mesure. Alors, ils peuvent prendre leur uniforme, ils mettent ça dans un sac de plastique, ils amènent à la maison pour que ce soit lavé. Mais un uniforme qu'on a porté à l'hôpital, un linge qu'on a porté à l'hôpital ne doit jamais sortir de cet hôpital-là. Alors, comme je disais, l'infirmière... Il y a des questions? Oui, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent, ça va? Nous pourquoi prendre question qu'on y a, on met fini présentation, m'a rassemble les questions en repos et puis m'a sur téléphone. Alors, oui. Jusqu'à présent, l'infirmière, comme je disais, a une visière, des lunettes de protection, visière des fois non, c'est pas obligatoire, un masque et son uniforme, ok?
Alors, il est dans la partie non COVID, ce qu'on appelle la partie verte, la partie non contaminée. Alors, on fait l'évaluation de cette personne-là. La personne a toujours un masque à la salle d'urgence. La personne est assise sur un siège qui est espacé de 2 mètres au moins ou 3 mètres de l'autre siège et attend d'être évalué par cette infirmière. L'infirmière l'évalue et c'est à notre tour, le médecin, nous allons appeler le patient ou la patiente à la salle d'examen. À la salle d'examen, je demande, Monsieur Pierre-Jean-Jacques, demandez à la salle 3. Je rentre à la salle 3. Je suis déjà habillé en bleu. J'ai déjà mon masque. J'ai déjà mes lunettes. Je n'ai pas de gants et mon costume bleu. Une blouse et un pantalon, tout simplement, je rentre. Je sais que cette personne-là ne comporte pas de risque de COVID. Alors, c'est quelqu'un qui est venu probablement parce qu'elle est tombée, elle s'est fait mal à une cheville, elle a une douleur abdominale, fossiliaire gauche, je ne sais pas, elle a une luxation de l'épaule, en tout cas, prenons. Alors, je sais qu'il n'y a pas de risque de COVID, mais toutefois, avant d'entrer, je me lave les mains avec la solution hydroalcoolique. Le patient également, ou la patiente, s'est lavé les mains avec la solution hydroalcoolique avant d'entrer à l'hôpital, ou disons à l'entrée de la porte de l'hôpital, et aussi avant d'entrer à la porte de l'examen. Et une fois entré, on examine le patient comme un patient normal sans se soucier de la possibilité que cette personne a la COVID. Si cette personne, en l'interrogeant, en faisant une deuxième histoire, il faut dire que les infirmiers au triage sont très compétentes pour faire des investigations. Si en faisant l'interrogatoire, là, on dit, bon, j'ai mon conjoint qui revient de la Floride, disons, ça fait 10 jours, il a eu la fièvre, on dit, ah, ça se peut qu'il y ait un contact de COVID. Alors, je fais sortir la patiente, je la fais évaluer pour un test de COVID automatiquement si le mari est contaminé par la COVID. Si le mari n'est pas contaminé par la COVID, je demande au mari de faire un test. C'est tout à fait théorique ce que je dis là. Et je demande au mari de faire un test. Si c'est positif, on fera un test pour la dame. Alors, c'était une parenthèse. Ceci dit, quand la personne est stable, sans facteur de COVID, on la voit normalement. Si la personne vient encore à l'urgence et on dit non, tu ne peux pas rentrer à l'urgence, tu dois passer par l'attente COVID. Là, elle est évaluée par une infirmière qui est dans le département de COVID. Le département de COVID, c'est quoi? C'est le département rouge où on considère que tout le monde est atteint de la COVID-19. Alors, l'infirmière que nous avons à l'attente, qu'on appelle, c'est parce que je dis l'attente, mais c'est une salle, c'est parce que c'est une extension qu'on a dû faire à l'hôpital avec la COVID-19, à l'attente, est à pression négative. Une tente à pression négative, c'est une tente qui est ventilée normalement, mais qui a un aspirateur qui pousse l'air vers l'extérieur pour que les particules, les virus, les bactéries, tout ce que vous voulez, ne restent pas suspendus dans l'air. Alors, on les envoie à l'extérieur via un filtre. Alors, déjà, cette personne-là rentre dans une ambiance, dans un environnement qui est protecteur pour nous. L'infirmière qui va recevoir cette patiente-là va avoir encore une fois les lunettes protectrices, va avoir, tout à l'heure, j'avais montré un masque, c'était un masque chirurgical. Pour les gens qui n'ont pas la COVID, on peut porter le masque chirurgical. Dans les cas de la suspicion de COVID-19, on porte un masque N95. N95, comme vous savez, qui porte son nom du fait qu'elle empêche 95% des particules de pénétrer. Moi, j'ai le modèle 15-12, c'est ce qui fait à mon visage, mais ce n'est pas le plus courant. Le plus courant des masques N95, c'est le 3M, ce modèle-là. Mais j'ai un visage spécial, ça ne me fait pas du tout. Alors, c'est ce 15-12-là qui me fait. Alors, pour savoir si le masque vous fait, généralement, on fait des tests des tests qui prennent 15-20 minutes, mais vous pouvez faire un test facilement à la maison. Hein. Vous mettez le masque, je prends le masque ici, comme ça, à la main, le bandeau qui est
en dessous, je le tiens, j'applique sur mon visage et j'envoie en arrière, en bas, et celui qui est en haut, j'envoie en haut. Une fois que c'est comme ça, je souffle. Je regarde si le masque s'aspire et s'expire et s'il n'y a pas de buée. S'il n'y a pas de buée, ça veut dire que c'est un masque N95, grosso modo, qui fonctionne. Mais je vais retourner sur la façon de mettre les masques, de s'habiller. C'est juste pour vous dire. Alors, l'infirmière aura un masque N95, aura des lunettes, aura la visière, aura une blouse pour évaluer la patiente. Une fois que la patiente ou le patient a été évalué par l'infirmière, là, on dit, bon, docteur Rochelin, nous avons une patiente qui a séjourné en Floride, qui a la fièvre depuis 6 jours, mal de gorge, myalgie diffuse, toux sèche, courbature. Elle n'a pas été battue, mais elle souffre comme si on lui avait passé un trait sur le corps. Alors moi, à ce moment-là, je m'amène à la salle de pression négative. La salle de pression négative, il y a une préparation quand même. À l'extérieur du couloir de pression négative, il y a la blouse. Alors, n'oubliez pas que d'abord, j'avais déjà un masque chirurgical, j'avais déjà mes lunettes. Alors, je prends ma blouse, c'est passé, que je vais enfiler. Avant chaque manœuvre, il faut se rappeler toujours une chose, il faut se laver les mains. Je me lave les mains avec la solution hydroalcoolique, je rentre ma blouse. Une fois que j'ai rentré ma blouse, j'ai toujours une amie ou un ami qui m'attache dans le dos. Je ne suis pas assez souple, il me manque de dextérité pour le faire moi-même. C'est quelqu'un d'autre qui l'attache pour moi. Une fois que c'est fait, je me lave les mains à nouveau. Je prends mon masque N95, comme je vous disais, je l'installe sur ma bouche, la bande en dessous vers le bas et la bande en haut vers le haut. Puis je regarde si c'est bien fait. Il n'y a pas de buée, rien qui se passe. Je prends mes lunettes de protection qui sont dans un sac. Je me lave les mains. Je mets mes lunettes de protection. Ça va. Et je prends ma visière, encore par le bandeau. Je vais comme ça. À ce moment-là, je prends des gants. J'ai une boîte de gants ici. Ah oui, c'est bon. Je prends des gants. Je me lave les mains. Je rentre mes gants. Il y a un de mes médecins, Éric Delage, qui a trouvé une façon de empêcher les gants de se défaire. On fait un trou comme ça avec le doigt. Alors, la manche reste comme ça. Ça, c'est une invention de médecin de notre hôpital. Il fait un trou. Alors, lorsqu'on met le gant couvre toujours notre blouse. Je rentre et après, une fois que j'ai tout fait ça, je mets une deuxième paire de gants. Alors, je vais pouvoir me déshabiller. Je vais vous dire qu'on se déshabille. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on se déshabille. Généralement, on lève le masque, je le nettoie et je mets dans un sac. J'enlève les lunettes, je le nettoie, je mets dans une lunette. Mais les lunettes ne sont pas contaminées et je prends mon masque, celui qui est en bas avant et le haut. Le N95 coûte très cher et très rare. Autrefois, on les jetait au début. Maintenant, on ne les jette plus. On prend un petit chiffon parce que l'intérieur n'est pas contaminé. On prend un chiffon, on nettoie le N95, 15, et on le met dans un sac d'emballage, en papier de préférence, ou bien on met dans un Ziploc qui est troué afin que le masque puisse être aéré, si on va l'utiliser très tard. Mais si on ne va pas l'utiliser très tard,
ce n'est pas un problème, on peut laisser dans, je veux dire, si on va l'utiliser très tôt. Mais si on ne va pas l'utiliser très tôt, on peut se permettre de le mettre dans un sac. On sait que le lendemain, les virus seront atténués et il n'y aura pas de danger pour ce masque-là. En général, on sait que le virus reste 3 heures dans les airs et 24 heures sur du carton, 3 jours sur du plastique. OK? Et lorsqu'on sort, il va de soi, on enlève les gants, une première paire de gants, une deuxième paire de gants, et j'enlève la blouse comme ceci, et je laisse à la poubelle et je sors. Ceci dit, c'est pour les personnes qui sont ambulatoires, qui arrivent à l'urgence que nous voyons. Alors, pour nous résumer, la personne ambulatoire qui vient à l'urgence, soit elle est suspecte de ce COVID ou elle ne l'est pas. Si elle n'est pas suspecte de COVID, on la traite comme une personne normale, comme on faisait toujours avant. Si elle est suspecte de COVID, on l'envoie carrément dans le département du COVID. C'est à ce moment-là, on fait l'examen. Je ne rentre pas avec le stéthoscope. Il y a déjà un stéthoscope qui est déjà sur place. Et puis, je fais l'examen. Puis, je dis, bon, on fait des examens au minimum parce qu'il ne faut pas exposer ni les infirmières, ni nos techniciens, ni les radiologistes. On fait une radiographie des poumons de face. On n'a pas besoin de profil. Prise de sang minimum. Vous savez, avec la COVID, le LDH augmente. Je fais une prise de sang avec les LDH, puis on regarde s'il y a quelque chose. Et puis, on fait le dépistage de COVID. Chez nous, le dépistage de COVID se fait de manière buccale dans le pharynx et aussi nasopharyngien. Alors, on va dans la bouche d'abord, puis dans le nasopharyngien. Si la personne est stable, on dit bye-bye, au revoir, attendez vos réponses, votre résultat, vous allez l'avoir dans 48 heures. Maintenant, on les a dans 24 heures. On peut même les avoir dans 6 heures s'il y a une urgence. Mais 24 heures, ce test-là coûte moins cher que le test de 6 heures. Alors, on donne congé à la patiente ou au patient. On dit, bon, vous êtes confiné jusqu'à ce que vous ayez les résultats. Si les résultats sont positifs, vous êtes confiné pendant 14 jours. S'ils sont négatifs, vous pouvez faire ce que vous voulez après avoir eu les résultats. Alors, nous avons vu les patients ambulatoires. À l'urgence, il y a l'autre volet des gens qui arrivent en ambulance. En ambulance, le triage, il y a 2 triages qui se font. Parce que les ambulanciers, ils vont nous appeler. Bon, disons pas non, en fin de compte, ils appellent les infirmières au triage. Ils disent, bon, j'ai Madame Jacques, Jean, Pierre, François qui nous arrive. Elle est tombée dans sa résidence et puis elle a une déformation de la hanche. Je dis, bon, OK, déformation de la hanche. Écoutez, où est-ce qu'elle est? Elle est chez elle habite chez elle. Et son mari, ça va. Elle n'a pas de fièvre, pas de grippe, pas de tout, non. Alors, cette patiente-là, elle a une fracture de la hanche, vraisemblablement. Elle va rentrer en salle de trauma. Elle ne rentre pas dans le département de COVID. On dit, vous rentrez dans la salle de trauma et moi, qui suis déjà là comme médecin, parce que je fais le va-et-vient entre le trauma et la clinique, je vais l'avoir normalement dans une salle qui n'est pas à pression négative. Tout simplement, j'ai les gants, et pas les gants, j'ai les lunettes, j'ai le masque normal, le masque chirurgical. Je n'ai pas besoin de masque N95. N95, c'est qu'on soupçonne ou bien qu'il y a vraiment une COVID qui a été déterminée. Alors, j'ai mon masque déjà, j'ai mes lunettes et puis je vais voir la patiente normalement. Une fois encore, il faut toujours se laver les mains entre toutes les étapes. Avant de voir la patiente, après avoir vu la patiente, avant d'écrire nos notes sur l'ordinateur, après avoir écrit les notes sur l'ordinateur et en sortant de la salle de trauma. Toujours, toujours. On ne sait même pas combien. Là, j'ai plus de mes mains sont sèches. Il n'y a personne qui souhaite qu'il soit touché par moi, tellement que je les mets sèches. Ceci dit, la personne que j'ai vue en traumatologie, c'est une personne stable, on fait une radiographie et tout, vous savez, NPO, et je sais pas, en Haïti, c'est Nilperos, en tout cas, NPO vient par la bouche, et puis on donne un bilan pré-op parce que c'est une personne qui va être opérée. Quand cette personne-là va être opérée, on fait un dépistage COVID pour toutes les personnes qui vont être opérées. Et alors, c'est un dépistage rapide, on dit un dépistage protocolaire. Ce n'est pas parce qu'on soupçonne, c'est pour lui permettre d'entrer à la salle d'opération. Parce que si elle est COVID-19, ça prend tout un changement pour que cette personne-là puisse être opérée. Alors, si la personne a une fracture de hanche, je fais le dépistage de COVID en 6 heures,
on a le résultat, on a déjà les résultats de la radiographie ou du scan, on a la consultation en orthopédie et la personne peut rentrer en salle d'opération parce qu'on a le résultat de la COVID-19. L'autre cas qui peut arriver encore dans les ambulances, on nous appelle, oui, nous avons Madame Pierrette Alcindor qui nous arrive, fièvre, vomissement, toux, douleur abdominale, diarrhée depuis 3 jours. Elle est en centre pour personnes âgées. Est-ce qu'il y a des cas de COVID dans son centre? Bof, on ne sait pas. Comment elle est? Elle est plus ou moins, elle respire, je ne sais pas, à 32, puis sa saturation est à 78, et puis elle délire. Alors, je dis, bon, c'est une patiente définitivement qui est instable. Alors, cette personne-là va rentrer dans la salle de réanimation, dans le département où il y a une pression négative, parce que c'est une patiente vraisemblablement qui est en détresse respiratoire, possibilité de COVID, on ne sait trop quoi, et qui se peut qu'il soit intubé. Alors, intubé, c'est qu'on met sur ventilation, sur respirateur artificiel. Alors, cette personne-là va être traitée comme si elle avait la COVID. Alors, on la rentre, on la traite, on prend les mêmes protections, et masque N95, visière, lunettes, blouse, 2 gants, et on ne sort pas de la salle. Une fois qu'on doit sortir de la salle, c'est toujours par étapes. On enlève les gants, on se lave, on enlève la blouse, on se lave, on enlève le deuxième gant, on se lave, et toujours comme ça. Et la visière, on met dans un sac pour qu'on puisse l'utiliser. Parce qu'avant, on jetait toutes les visières, on jetait tous nos masques N95. À un certain moment, après 6-7 jours, il n'en restait plus. Alors, on s'est dit, bon, on va les réutiliser. Et puis, les études nous ont permis de voir qu'il n'y a pas de virus qui résiste à un petit chiffon hydroalcoolique sur le masque. OK? Alors, ceci dit, personne instable rentre en COVID et en salle négative, à pression négative. Si j'ai un infarctus, par exemple, la personne a un infarctus, la personne est stable, la personne ne rentrera pas dans la salle du COVID. La seule chose, si malheureusement, si on doit lui faire une coronarographie, vous savez, on doit les faire dans les heures qui succèdent l'infarctus. Malheureusement, on n'a pas encore de test de COVID qu'on peut avoir en 1 heure, 2 heures. Alors, généralement, on est obligé d'attendre 6 heures pour avoir si le test est négatif, pour se permettre d'envoyer cette personne-là en coronarographie. Ça, c'était la partie, grosso modo, du milieu hospitalier. En fin de compte, l'autre chose qui peut arriver aussi, c'est que j'avais dit, pour mon plan, je dois revoir le plan, mais je le connais par cœur quand même, c'est la partie au bureau. Les gens, c'est bon? Oui, la partie au bureau. Au bureau, c'est notre vie quotidienne, en fin de compte, au bureau. Qu'est-ce qu'on fait au travail? Au travail, généralement, si nous avons une secrétaire, si nous avons un système téléphonique, et bon, ici nous l'avons, mais si en Haïti, vous pouvez avoir une secrétaire, quelqu'un, un système téléphonique. Au travail, au bureau, la première question qu'il faut faire, il faut demander à la personne, est-ce que vous avez des signes de coronavirus? Avez-vous la fièvre? Avez-vous la toux? Mal de gorge? Myalgie? Diarrhée? Bon, tout, en tout cas, vous connaissez tous les symptômes. Hein. Maintenant, je pense que la COVID-19 donne toutes les maladies. Hein. On peut toutes les citer, hein, tous les symptômes. En fin de compte, la secrétaire demande pourquoi vous venez. La personne dit, bon, j'ai mal de gorge, j'ai la fièvre, je pense que c'est comme mon ami Dalit, mais c'est un peu différent, j'ai des maux partout. Autrefois, avant la COVID-19, quand quelqu'un venait comme ça avec des symptômes, je disais, bon, ma amygdalite, pharyngite virale, encore mononucléose. Maintenant, la personne arrive au bureau, elle dit, je suis désolé, même pas moi, j'ai même pas besoin de lui dire ça. Je suis désolé, nous ne pouvons pas vous voir. Vous allez passer votre test de COVID. Si votre test de COVID est négatif, vous reviendrez en clinique dans 2 jours. Si la personne, au moment d'arriver en clinique,
est instable, alors on dit que vous vous dirigez directement à l'urgence. Alors, on a des endroits de tests de dépistage de COVID où on fait les tests. Dans 2 jours, la personne a son résultat. Ah, c'est négatif. Alors, oui, bon, là, vous pouvez venir me voir. L'autre chose, j'ai commis une insiste quand même. Cette personne qui est arrivée devant la secrétaire, au fond, n'aurait jamais dû arriver devant la secrétaire. Parce qu'en arrivant devant la porte de la clinique, on vous dit, si vous avez la fièvre, la toux, mal de gorge ou n'importe quoi, n'entrez pas ici, contactez tel numéro, on va vous diriger à tel endroit. Alors, c'était pour vous dire, si jamais ça arrive que la personne passe par la filière quand même, il y a une deuxième filière où la secrétaire ou l'assistante ou l'infirmière va bloquer la personne. Il faut dire, toutes nos assistantes en clinique ont le masque chirurgical, ça va, et on a ce qu'on appelle au bureau devant le comptoir. Je pense que ce serait bon d'avoir parce que ça coûte pas cher. Hein? Et un plexiglas. Le plexiglas, vous savez, c'est comme un morceau de verre transparent qui est suspendu du plafond jusqu'au comptoir, qui empêche la personne d'envoyer ses postillons sur le personnel. D'ailleurs, je dois protéger le personnel parce que ma fille travaille comme personnel dans la clinique. Alors, je dois protéger tout le monde ainsi que ma fille. Alors, on a le plexiglas et maintenant, tous les patients qui rentrent en clinique doivent avoir un masque. Il n'y a aucune... D'ailleurs, un médecin ne devrait jamais voir une patiente ou un patient qui ne porte pas de masque. Hein. Il faut absolument avoir celui. Alors, on a le plexiglas qui protège l'assistante et la patiente ou le patient est à 2 mètres, il porte un masque et à ce moment-là, on dit, bon, pourquoi vous venez et que vous venez voir le docteur Dérivoire. Bon, OK, on vous voit, asseyez-vous. On essaie de voir ces gens-là à l'intérieur de 15 à 30 minutes parce qu'on sait que si jamais on a commis une erreur, le fait de rester plus longtemps, il va avoir un processus de contagion. Alors, le patient a un masque dans la salle d'urgence, dans la salle d'attente, à 2 mètres de différence et une attente de maximum de 30 minutes. Et si l'attente devrait être maximale, on dit à la personne, allez attendre à l'extérieur. En été, ce n'est pas un problème, la personne va se promener sur le trottoir. En hiver, c'est plus difficile. Il faut que cette personne-là aille dans sa voiture, s'il y a une voiture. S'il n'a pas de voiture, elle va faire les 100 pas sur le trottoir glacé de Montréal. Alors, c'est la façon de faire. Quand cette personne-là arrive au bureau, nous, en tant que médecins, tous les médecins portent un masque au bureau. Les médecins ne portent pas de verre de protecteur, mais ils devraient en porter. Les visières, on devrait en porter si la distanciation est impossible. Par exemple, je ne sais pas, pour un examen gynécologique ou bien si on doit faire un drainage d'abcès ou quelque chose de ce genre, on n'a pas le choix. Dans ce cas-là, on va porter la visière et on a toujours le masque chirurgical. Et j'ai apporté le plexiglas ici. Je vais tourner. Attends, ma fille va montrer. OK, je vais montrer. Okay. Tu peux juste montrer un morceau. Oui, je vais voir. Vous voyez? Oui. Ça, c'est le plexiglas que le médecin a sur son bureau. Vous voyez? C'est transparent. Alors, le patient est assis à 2 mètres de moi avec un masque. Moi également, j'ai un masque et j'ai une vitre en plexiglas qui nous sépare. Alors, et ce n'est pas quelqu'un qui est suspect de COVID, hein, pour tous les patients. D'ailleurs, un patient qui est suspect de COVID ne doit pas rentrer dans une clinique. Il ne devrait pas rentrer dans une clinique. Il devrait avoir un dépistage de COVID avant tout. Vous avez vu, alors ce patient-là, je vais le voir, avec le plexiglas. Le patient est assis à 2 mètres. Le truc que nous avons, vous savez, dans tous les bureaux de médecins, il y a toujours 2 chaises. Moi, j'ai fait disparaître notre chaise. Il n'y a pas de chaise parce qu'on ne reçoit jamais 2 personnes, toujours une personne à la fois. D'ailleurs, c'est moins long. Dès que vous acceptez 2 personnes dans votre bureau,
l'attente est exponentielle. Alors, il ne faut jamais accepter 2 personnes, à moins que ce soit une mineure. Vous savez, je ne sais pas la loi en Haïti, au Canada, en bas de 14 ans, on ne peut pas avoir une mineure. OK? On ne peut pas avoir un enfant seul en bas de 14 ans. En haut de 14 ans, je suis désolé, madame, elle a 14 ans, elle peut rester avec moi. En bas de 14 ans, la mère ou le père peut rester. Il peut y avoir des exceptions. Vous savez, nous sommes dans un pays multiculturaliste, comme on dit. Alors, il peut arriver, il y a des personnes âgées qui ne parlent ni français, ni anglais, ni le créole. Alors, on a besoin d'un interprète. Et alors, on fait rentrer quelqu'un pour nous traduire ce que le patient souhaite nous dire. Vous voyez, c'est dans ces cas-là. Une fois qu'on a vu le patient, et la majorité des médecins, à l'urgence, tout se fait par ordinateur en passant. Hein. Quand j'arrive sur mon poste de travail, je nettoie l'ordinateur, la souris et tout. Et en clinique, moi, j'écris parce que j'écris très mal et très vite. Je peux faire ça, ça me permet de voir les gens beaucoup plus vite. Une fois qu'on a vu le patient, on va le voir sur la salle d'examen, on l'examine normalement, comme d'habitude. On lave les mains, le patient se lave les mains également. On écoute avec le stéthoscope s'il le faut et tout. Et après chaque examen, on se relave les mains, on nettoie son stéthoscope et on garde toujours son masque. On lui prescrit les examens de laboratoire ou les radiographies, ce qu'il faut. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, ce tissu que j'ai enlevé de mon tissu, il y a 2 façons de le faire. On nettoie toujours le siège où le patient s'est installé avec un tissu décontaminant, ou bien on peut y aller avec ce gel-là, ou avec un gel désinfectant. C'est peut-être cher quand même si les sous sont comptés, mais on peut toujours le préparer hein, avec de l'eau de javel. Je ne connais pas les concentrations ici. Le préparer, ça va nous coûter plus cher que de l'acheter, alors on préfère l'acheter. Mais je pense qu'en Haïti, avec un peu d'eau de javel puis de l'eau, on a la même protection. Alors, on nettoie le siège, on nettoie la table, on se lave les mains, on dit au revoir. Puis on passe à l'autre patient. Ceci dit, et j'avais prévu 20 minutes, mais je pense que j'ai atteint mes 20 minutes. Ceci dit, je pense en gros, c'est les moyens de protection que nous avons dans notre système de santé au Québec qui agit très bien. Nous savons pertinemment qu'il y a eu éclosion de la COVID-19 au Canada et le centre de l'épidémie était Montréal. Le centre de l'épidémie était Montréal. Pourquoi? Parce que nous avons eu beaucoup de décès dans ce qu'on appelle les CHSLD. Les CHSLD, c'est les centres hospitaliers de longue durée. Alors, c'est les personnes qui sont plus ou moins en fin de vie ou bien qui sont un vieux vieillard. En tout cas, j'ai fait ma réservation dans 15-20 ans. Alors, tout le monde doit y passer. Et puis, c'est dans ces centres-là qu'on a eu beaucoup de décès. Mais paradoxalement, il y a de ces centres-là qui n'ont pas eu de décès. Alors, on a dit, mais pourquoi dans ces centres, il y a eu beaucoup de décès, dans d'autres centres, on n'a pas eu de décès? Dans ces centres qui n'ont pas eu de décès, il y a une chose primordiale. Il y a le personnel, ce qu'on appelle les aides-soignants en France. Ici, malheureusement, on les appelle préposés aux bénéficiaires, mais on devrait changer le mot. Les aides-soignants en France ou au Canada ou en Haïti, qui vont de place en place, qui fréquentent plusieurs endroits. Et généralement, ce sont des gens les plus pauvres, d'origine haïtienne, les demandeurs d'asile et tout. Alors, ils travaillent partout. Alors, malheureusement, dès qu'ils contractent le virus, ils amènent le virus dans ces centres-là. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les Haïtiens qui ont contracté et qui ont amené le virus. Pas du tout. Mais on s'est rendu compte que le fait qu'il y ait eu une porte tournante, une porte ouverte de plusieurs personnes qui travaillent à plusieurs endroits, parce que les Haïtiens travaillent beaucoup aussi, et les Sud-Américains, les exilés, en tout cas tout ce que vous voulez, vous le savez mieux que moi, alors ça augmente la contamination. Tandis que dans les centres où les préposés étaient bien payés, on leur dit, écoute, vous êtes là, on a une pandémie à nos portes, vous allez travailler ici et ici seulement,
Et si vous travaillez ailleurs, vous ne pouvez pas travailler là. Alors, ce sont des gens, ils ont eu des employés qui ne travaillaient qu'à un seul endroit. La deuxième des choses, on a donné des moyens de protection à ces gens-là. Vous savez, les moyens de protection, au début, c'était très cher. Alors, les gens se battaient. Et comme vous êtes en Haïti, vous ne pouvez pas savoir les chicanes qu'il y a eu entre les États-Unis et le Canada, des avions qui ont été détournés, le Canada qui commandait des choses de la Chine, et puis les États-Unis payaient de l'argent en dessous de la table, puis détournaient l'avion vers les États-Unis. En tout cas, c'est incroyable. Et alors, ceci dit, il manquait d'équipement. Alors, les gens ne pouvaient pas se protéger adéquatement. Du fait que la personne ne peut pas se protéger adéquatement, il devient un vecteur. Vous savez que le vecteur de propagation de la coronavirus est établi à 3. Ça veut dire une personne contamine 3 personnes. À chaque fois que vous avez une personne infectée, la personne contamine 3 personnes. Nous avons des super propagateurs, une personne qui va contaminer 10, 15 et d'autres qui ne font pas de propagation du tout. Mais la moyenne, généralement, c'est 3. C'est très élevé quand même pour un virus. Et l'autre chose qui a permis de voir qu'il n'y avait aucun décès dans ces centres-là, c'est le fait qu'on n'ait pas permis de visite et non seulement ça, il y avait toujours contrôle systématique. Dès que quelqu'un avait un symptôme, on lui faisait tester. Et dès que quelqu'un arrivait dans un centre d'un hôpital ou nouveau, on mettait la personne en quarantaine d'emblée. Alors, tout nouveau client, toute nouvelle cliente, et bon, ici, on appelle les patients clients maintenant, hein, c'est moins péjoratif, semble-t-il, excusez-moi. Alors, toute nouvelle patiente, tout nouveau patient était mis en quarantaine d'emblée. Alors, le fait que ces personnes-là soient en quarantaine, qu'il y a des employeurs fixes, pas des employeurs fixes, des employés fixes et qu'il y a des systèmes de protection, ça a permis à ces centres hospitaliers de longue durée de ne pas avoir de décès, contrairement à d'autres centres. Et ce que je pourrais dire encore, à la lumière d'aujourd'hui, je sais que à l'hôpital Pierre-Legardeur, c'est un centre qui est en banlieue de Montréal. Hein. C'est, disons, un centre hospitalier de familles modérées, aisées. Hein. Et puis, ce qu'on a remarqué, ou bien ce que j'ai remarqué aussi, et ça m'interpellait quand même, parce qu'aux États-Unis, vous vous rappelez, la propagation et le taux de décès est très élevé chez les Noirs. On a dit que c'est à cause des facteurs socio-économiques, parce que les Noirs sont plus pauvres, c'est des facteurs de comorbidité, parce qu'on fait de l'hypertension, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité. Alors, on a toutes les comorbidités qu'on peut dire. On dit, bon, ce sont des facteurs. Et on en avait mis en tête parce que les Noirs ont moins d'argent. Mais ce qui nous a étonné à l'hôpital de Gardeur, c'est que quand on monte aux soins intensifs, on a 12 personnes hospitalisées, nous avons 10 Noirs, ou bien peut-être 8 Noirs, 2 Sud-Américains, 2 Latinos, puis 2 Blancs. Et pourtant, nous ne représentons pas 90% de la population de Repentigny. Et les Noirs qui habitent à Repentigny, qui habitent à Terrebonne, ne sont pas trop pauvres. Ce sont des gens aisés. Alors, ce qui nous porte à croire, malgré les moyens de protection, il y a quand même un facteur un facteur génétique. Là, il est trop tôt pour savoir ce facteur génétique-là, mais probablement il y a ce facteur génétique et on s'est allumé là-dessus. Et puis l'autre facteur qu'on sait aussi pour la sévérité de la communauté haïtienne, c'est que nous gardons nos grands-parents chez nous. Alors les grands-parents restent chez nous, il y a les petits-enfants qui sont asymptomatiques qui viennent, et qui peuvent quand même transmettre le virus aux plus vieux. Alors, c'est l'un des facteurs qui peut expliquer la propagation plus grande dans la communauté haïtienne, même où les Haïtiens sont quand même aisés, parce que ici au Canada, nous avons ce qu'on appelle l'assurance maladie, que vous soyez noir, blanc, riche, pauvre, vous avez le même traitement. Alors, ça n'explique pas que les Noirs soient plus atteints vraiment le statut socio-économique. Je ne pense pas que c'est la seule explication si l'on se compare aux États-Unis. Et ceci dit, je ne crois pas que j'ai grand-chose à ajouter.
peut-être je pourrais faire la démonstration de mon habillement lorsque je rentre dans une salle à pression négative, si ça vous convient. Hein, je n'entends rien. Alors, bon, je vais le faire. Allez-y, docteur. OK. Et bon, je n'entends pas les gens se parler. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Vous m'avez fait démonstration, oui, docteur. Ah oui, ok, c'est bon. Question, votre démonstration. Ok, c'est bon. Alors, pour l'histoire, bon, j'arrive, ma journée commence à 7h ou 8h, 4h ou minuit, dépendant de la chance que j'ai, OK? Et bon, on commence à 8h du matin, on arrive, et vous savez que je n'ai pas changé, hein? Je n'arrive jamais à l'heure. Si je commence à 8h, je vais arriver vers 8h05. Hein? Alors, bon, à 8h05, j'arrive. Tout le monde le sait, Dr. Turenne n'arrive pas à l'heure. Alors, c'est bien. OK. Bon, ne me critiquez pas, hein? C'est difficile des fois. Alors, je rentre à l'urgence. Tout le monde a un gel à l'entrée de la porte des employés. On ne rentre pas par la porte des patients. Je me lave les mains. Chop, 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 chop. Il y a toujours une boîte de masques à l'hôpital. Je prends un masque que je mets comme ça. La partie foncée à l'extérieur, vous savez, comme pour les chirurgiens. J'installe comme ça, et dans mon nez, ici. OK? Généralement, on a déjà les verres, mais les verres, on peut se permettre de les nettoyer avec un tissu désinfectant qui s'achète rapidement. Je mets mes lunettes. Moi, je suis prêt déjà à monter en salle d'urgence. Une fois que je rentre en salle d'urgence, j'arrive sur mon poste de travail, je choisis un des ordinateurs qui est libre. Bon, je salue tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comment nous y est? Ça passé? Alors, je prends ce gel-là avec un tissu ou bien le tissu que je tire en fait comme ça. Je nettoie l'ordinateur, je nettoie la souris et puis je me lave les mains à nouveau. Je jette tout ça à la salle. OK? Moi, je n'ai pas de visière, je dois vous avouer. Des fois, je porte la visière quand j'ai un doute aussi. Et puis, je me lave les mains. Et puis, je commence. Docteur Turenne, il y a 4, vous êtes assigné à la salle 3 et 4. Et puis, je dis, bon, OK, salle 3 et 4. OK, je vois. Bon, Madame Pierre Jean-Jacques est demandé à la salle 3. Il faut vous rappeler que la personne a déjà été triage, je ne sais pas si on dit ça en Haïti, mais triage, ça veut dire que c'est la façon de vérifier si la personne n'a pas de facteur de COVID, si elle n'est pas en relation avec quelqu'un qui a la COVID-19 ou quoi que ce soit. Alors, je rentre à la salle 3 avec mon stéthoscope et tout. Bonjour, madame. Je me lave les mains à nouveau. Et puis, je prends mon stéthoscope. OK. Bonjour, qu'est-ce que vous avez? Bon, hier, en jouant au basket, je me suis tordu le genou gauche et puis j'ai la rotule, c'est enflé et tout. Bon, je touche tout. OK, c'est une entorse du genou avec une hématose et tout. On fait une radiographie, tout. Pof, on fera une ponction après. Ceci dit, je n'avais pas besoin de mon stéthoscope, mais il peut arriver aussi que j'ai besoin de le stéthoscope. La personne peut dire, bon, j'ai une toux depuis 4-5 semaines, pas de fièvre, rien du tout, j'entends des crépitants ou quoi que ce soit, mais pas de fièvre, rien du tout, qui puisse faire penser à la COVID. On va faire une radiographie pour voir. Bon, c'est correct, madame, allez-vous-en. Mais s'il y avait des facteurs COVID, je la retourne en COVID. Là, c'est pour les cas les plus simples. On peut m'appeler quand même pour que l'ambulance arrive. Le cas dont que je vous parlais, la fracture de hanche de la dame de 70 ans qui est tombée chez elle. Alors moi, je vais en salle de trauma. Il faut dire que c'est pas ça que j'ai mon costume bleu sur moi et tout. Je rentre en salle de trauma. Par mesure de précaution, quand je rentre en trauma, surtout s'il y a des blessures et tout, je mets la visière pour me protéger des gouttelettes et tout, du sang et tout. Et puis, je nettoie les mains. Je mets une paire de gants. Et je vais voir le patient. Je vais voir le patient, madame, qu'est-ce qui arrive? Top, top. Mon fracture de la hanche, j'enlève mon gant.
mon gars va à la poubelle, je me lave les mains, tout. L'ordinateur qui est dans la salle de réanimation n'est pas le mien. C'est un ordinateur que j'ai emprunté. Je nettoie mon ordinateur à nouveau. Alors, imaginez que tout le monde qui passe sur cet ordinateur-là le nettoie. J'écris ma note, je fais mes examens, je me nettoie les mains, puis je sors de la salle de trauma si j'avais un seul cas. Mais généralement, quand on rentre en trauma, hein, il y a 3, 4, 5 cas. Hein. Vous voyez, je dois être honnête avec vous. On voit un premier cas, un deuxième, un troisième, un quatrième, puis on ne sort pas. Là, quand on est en trauma. L'autre chose qui peut arriver, comme je vous disais, des personnes qui n'ont pas suspicion de COVID, c'est quand on est suspect de COVID. Alors encore, je suis en avant. Docteur Turenne demandé à la COVID-2. Ça veut dire, on m'a demandé à la pression, à la salle de pression négative pour COVID-2. Qu'est-ce que c'est? C'est une personne en détresse respiratoire. Là, en détresse respiratoire, qui respire à 40, 44, sature à 78, fièvre depuis 3 jours et tout. Là, dans ce cas-là, je dois faire vite. Alors, je ne rentre pas avec mon stéthoscope, c'est sûr. OK, je me lave les mains, j'enlève ce masque-là parce que je sais que je vais devoir mettre le N95. La salle de pression négative, rappelez-vous, on s'habille une partie dans le couloir, une partie à l'entrée avant d'entrer dans la salle. La seule chose que je fais à la salle, avant d'entrer dans la salle à pression négative, je mets ma blouse, toujours. Les lunettes restent les mêmes. Hein? Je n'ai pas enlevé mes lunettes, je n'ai pas touché à mon visage. On m'attache, ou bien je peux m'attacher. Je me lave les mains. Une fois que je me lave les mains, je prends mon masque N95. Là, j'ai menti un petit peu. Hein? Je mets mes gants quand même. Je mets mes gants, je suis dans le couloir. N'oubliez pas que le petit truc que le médecin m'a appris, c'est le petit trou qu'on fait. En faisant le trou comme ça, la blouse reste, elle ne monte pas. C'est magistral. Je ne sais pas si c'est son invention ou s'il a trouvé quelque part sur Internet. Je vais lui demander. OK? Alors, on fait le trou, la blouse reste en place. Là, je rentre dans la salle à l'avant de la porte à pression négative. J'étais dans le couloir. À ce moment-là, je prends mon masque N95 qui est déjà dans un sachet. Hein? Je l'enlève. La partie en dessous, toujours en dessous, la partie en haut, ça c'est le mien vraiment, qui est ici. Alors je prends le bas d'abord, excusez-moi. J'envoie le bas en bas et j'envoie le haut vers le haut. Puis j'installe. Là, c'est vraiment installé, ça ne fait même pas de buée dans mes lunettes. Et le fait de voir le clapage du masque, ça veut dire que c'est bien installé. Je me lave les mains à nouveau. J'ai ma visière qui est dans un sac que j'ai installé, que j'ai mis dans un sac de plastique avec mon nom parce qu'il a déjà été utilisé, mais à chaque fois, je le nettoie. Hein. Je l'envoie dans mon sac, il est déjà utilisé, et d'autant plus que c'est cette partie-là seulement qui est infectée. Si on peut, pour se protéger encore, on peut nettoyer la partie extérieure. Ça s'achète plus rapidement, il n'y a plus de coronavirus. Je tiens par ici, par la corde. Je mets ma visière. Une fois, j'ai mes lunettes, mon masque N95, j'ai ma chose. Et puis maintenant, je me lave les mains encore, je mets une deuxième paire de gants. Parce que jusqu'à présent, je ne suis pas contagieux. Hein? Je n'ai pas été en contact. Et puis, là, je dis à mon assistante, l'infirmière, bon, Madeleine, quelle salle que je vais? Il dit, OK, ton patient est dans la salle et entend rien. Il faut dire que je fais ça très vite. Hein? C'est quelqu'un qui est en détresse respiratoire, il faut faire ça vite quand même. OK? Si la personne n'est pas en détresse respiratoire, si la personne, on peut se prendre son temps, mais il faut faire ça assez rapidement. On devient habitué. Alors, une fois qu'on est comme ça, on voit le patient normalement, il y a un stéthoscope, on voit. Et puis à ce moment-là, on dit, bon, il est en détresse respiratoire. Si on ne l'intube pas, il va mourir. Ou bien elle va mourir. Dans ce cas-là, on va l'intuber. Alors, on commence le protocole. Tout le monde est déguisé de la même façon.
les filles, les cheveux attachés. Nous, on n'a pas de bonnet. Hein. De toute manière, une fois qu'on sort de l'hôpital, on se lave, on se baigne et le linge qu'on avait ne reste jamais sur nous, on le jette. Mais pas le jette, mais on voit ça à la buanderie. Alors, je rentre, je dis, on se prépare. L'infirmière est déguisée comme moi. L'inalo est déguisée comme moi, l'inalothérapeute. La fille qui fait l'électro est déguisée comme moi, OK? Et puis, moi aussi, je suis également déguisé. Puis, on les tue, on les sort. Et puis, je dis, c'est correct, on fait les tests et tout. Puis, on l'envoie aux soins intensifs. Voilà. Et je ne sais pas si on a des questions, je vais me diviser. OK, c'est bon. Une question, docteur. Question, vous me voyez sur téléphone, moi. Oui. Ah oui, OK, c'est bon. Pour se déguiser, on enlève le masque, je nettoie. Je mets dans mon sac de Ziploc ou bien dans mon sac d'emballage. Le sac de Ziploc, on le voit bien, mais il faut que le sac de Ziploc soit troué. OK? N'oubliez pas que chaque fois que vous l'utilisez, il faut mettre dans un nouveau sac de Ziploc. Et puis, j'enlève mon gant, le premier gant. Je nettoie les mains à nouveau. Je sors de la salle. J'enlève mes choses. J'enlève, je me lave les mains à nouveau, j'oubliais. Et puis, l'élastique comme ça. Et puis, comme ça, je mets dans le sac de Ziploc l'emballage, comme ça. Et si on va l'utiliser tout de suite, on peut l'essuyer juste un peu. Ça tue les germes parce que l'intérieur n'a pas été en contact avec le germe. Puis, mon nom est écrit dessus. J'enlève, je sors complètement, j'enlève mes gants. Et puis, c'est fini. Merci. Les lunettes, je garde toujours mes lunettes. Hein. Je peux nettoyer mes lunettes si je veux. Là, les lunettes, on garde les lunettes, on est habitué. C'est la fin de tout ce qu'on avait à dire sur la protection individuelle. Là, pour les questions, il faut pouvoir les lire. Hein. Un moment. Et... Okay, j'ai une secrétaire qui va me les lire. Attends un petit moment, je peux dire quelque chose? Oui, oui. C'est à propos, on voulait peut-être, docteur Derouleau, vous intervenez pour nous pour la salle d'opération, ou si c'est le même protocole. Et pour la salle d'opération, en fin de compte, il faut dire que je n'ai pas parlé à mes collègues. La seule chose que je peux vous dire, c'est nous qui les préparons pour la salle d'opération. Ils ont confiance en nous. Une fois qu'on dit que la personne n'est pas porteur de COVID, on fait les tests de COVID qui sont négatifs à l'intérieur de 3 à 6 heures. La personne va en salle d'op. Alors, c'est les mêmes protocoles que le chirurgien fait. Mais pour vous dire franchement, est-ce qu'ils ont un protocole spécial? Je ne peux pas vous dire. Mais c'est nous qui les trions pour le chirurgien. Autant, dans le protocole de la COVID, ce qu'il faut se rappeler, il faut qu'il y ait une chaîne de confiance. Il faut que j'ai confiance en mon infirmière. Il faut que l'infirmière ait confiance dans son ambulancier. Il faut que j'ai confiance au staff qui est avec moi. Il faut que parce que si quelqu'un fait une erreur, nous sommes tous contaminés. Et le chirurgien aussi, et doit faire confiance à ce système-ci. En fin de compte, ils ont confiance en nous. Quand on dit non, il n'y a pas de COVID, on a fait le test, il n'y a pas de facteur, ils ne lui reposent même pas les mêmes questions. Lui, ce qu'il veut, là, écoute, il a un corps étranger dans la narine, dans le nasopharynx, il faut aller chercher, test de COVID négatif, amène en salle d'op, on va l'enlever. Il dit, je sais que tout le travail a été fait. Vous voyez? Mais pour ce qui est des protocoles opératoires ou supplémentaires, je ne les connais pas. Il faudrait peut-être savoir pour ceux qui sont COVID positifs, là, s'ils sont COVID positifs, qu'il faut qu'ils aillent en salle d'opération. Alors probablement, on doit tout être déguisé. Puis en salle à pression négative, probablement en salle d'opération. C'est cette question-là que je ne peux pas répondre, mais je peux aller chercher la réponse. Hein? Les questions sont sur ton portable. OK, elle va lire pour moi parce que je n'ai pas mes lunettes. Pouvez-vous expliquer à nouveau comment fonctionnent les tentes à pression négative? Ah, OK. Les tentes à pression négative, c'est une technologie en fin de compte simple. Hein? C'est une salle qu'on ferme entièrement. C'est n'importe quelle salle qui est ventilée. OK? On met
une bouche d'aération avec un aspirateur. En fin de compte, c'est comme l'aspirateur qu'on a dans les maisons, mais un aspirateur plus puissant qui attire l'air vers l'extérieur. Et en attirant l'air vers l'extérieur, les particules ne restent pas se promener. Vous savez, comme je vous disais, les particules peuvent rester jusqu'à 3 heures dans les airs, vous voyez? Alors, dans ce cas-là, les particules disparaissent, ils ne restent pas dans les airs, alors le taux d'infection est quasiment nul avec une salle à pression négative. Pression négative, ce qui revient à dire que la pression à l'intérieur de cette salle-là est inférieure à la pression à l'extérieur. C'est ce qu'on veut faire. Alors, vous savez, par attraction, loi de physique, tu te rappelles ces choses-là? Oui? Oh oui, elle se rappelle, ma fille, elle se rappelle. Par l'attraction, vous voyez, pression négative, alors toutes les particules vont être attirées vers l'extérieur avec la pression négative. Mais si vous avez un bon aspirateur, et ça, un gros aspirateur, ça fait le travail. Est-ce que vous êtes renseigné sur la protection au BOP? BOP, c'est quoi BOP? Je ne connais pas. Si, Au BOP? si quelqu'un peut écrire la définition longue dans le chat. BOP? Je ne connais pas. Comment tu écris ça, BOP? Les 3 lettres, BOP. Je ne connais pas BOP. Ça vient de Darlene Rochelin. Oui, Darlene, BOP, c'est quoi? Bloc opératoire. Hein? Bloc opératoire. Ah, un bloc opératoire, ok. Non, c'est SOP. Oh, c'était pas loin, hein? Est-ce que vous êtes renseigné sur la protection? Non, et pour ce qui est la protection au BOP, et c'est la même protection pour les gens qui ont COVID négatif, mais COVID positif, je suppose que ça doit être à pression négative, mais je ne connais pas les autres choses. Mais je peux vous revenir là-dessus là, d'ici 24-48 heures. Qui sont des porteurs sains? Est-ce que la COVID est couverte par les assurances? Oui, oui, oui. Et au Canada, oui, nous sommes tous assurés au Canada d'emblée. Dès que vous êtes au Canada, vous êtes malade, vous êtes assuré. Alors, pour ce qui est de la protection, on n'a pas de problème. Un porteur sain, par définition, c'est un porteur qui n'a pas de symptômes. Ce sont les porteurs les plus traites en passant, hein. Les enfants peuvent être des porteurs sains et en même temps peuvent propager la maladie. C'est ça le risque. Vous voyez? Alors, c'est quelqu'un, et comme vous voyez dans les nouvelles de sport, où le sport, on tente de faire redémarrer le sport aux États-Unis, au Canada, on fait des tests chez des gens, puis on trouve que le test est positif. Alors, on dit c'est un porteur sain. Mais le porteur sain, malheureusement, peut être contagieux, peut contaminer les gens. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle un porteur sain. Mais plus souvent, ce sont les enfants, hein, qui restent sans symptômes. Mais quand on commence à vieillir, on commence à avoir des symptômes. Okay. Vous ne portez pas de verres de correction. Est-ce que ceux qui portent des verres de correction doivent les enlever pour porter les verres de protection? Oui, c'est une très bonne question. En fin de compte, généralement, les verres de protection, à moins que vous ayez eu un modèle très, 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 très gros, parce que regardez, j'ai mes verres là. OK, pour de lecture et tout. Je peux faire ça et je peux mettre par-dessus. OK? Et l'autre chose qu'on peut faire, quand on a eu la pandémie, le début de la pandémie, il y a une compagnie New Look qui fait des verres. Ils ont offert des verres de correction, je pense, gratuitement au quart de prix à tout notre personnel. Alors, on peut avoir des verres de protection avec la correction sur les lunettes. On peut le faire. Probablement en Haïti, ça peut se faire. Parce que ça coûte pas cher, les verres de protection, hein. Alors, c'est juste la correction qui va coûter un peu d'argent. On peut porter la correction sur les verres de protection. Pendant combien de temps serait-il idéal de garder les masques N95 pour les réutiliser? Et je ne connais pas la réponse précise, mais je peux vous répondre indirectement. Nous, personnellement, les masques N95, lorsqu'on les utilise, on les nettoie avec notre tissu.
je prends mon masque, je le nettoie, je le mets dans un sac et on l'utilise tout de suite après. Vous voyez? Tandis que si on n'a pas ce tissu-là, on souhaite l'utiliser à nouveau, comme je vous dis, sur le plastique, je crois que le virus peut durer 3 jours à l'air, 3 heures, sur le carton 24 heures. Alors, on peut supposer en 72 heures, le virus a disparu sur le N95. Mais si on le nettoie à l'extérieur, il n'y a plus de virus. Mais il faut se rappeler toujours, en mettant le N95, l'étape avant, c'est de se laver les mains avant et après. Alors, même s'il y avait un virus, vous n'êtes pas en contact avec ce virus-là, parce que le virus ne peut pas rentrer à l'intérieur si vous l'avez bien lavé. Si la manœuvre a été mal faite, alors il faut vous débarrasser de votre N95. Est-ce que les patients ne se sentent pas stigmatisés quand ils sont adressés ailleurs? Est-ce qu'ils sentent qu'on fait tout pour les protéger aussi de la COVID s'ils ne sont pas contaminés? Et ouais, ça dépend de la communauté. Et vous savez que j'ai des amis haïtiens et tout, là même, une infirmière qui travaille à mon hôpital qui a cru que son père était contaminé par la COVID, mais qui ne voulait pas aller faire de test. Non, 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 je ne vais pas faire test, je ne vais pas connaître pour ne pas l'emmerder, etc. Tandis que dans la communauté québécoise pleine, comme on dit, et bof, pour eux, être porteur de la COVID, c'est une malchance comme une autre. C'est pas la lèpre du 21e siècle. Alors, c'est pas un problème. Tandis qu'il faut dire que dans notre communauté, il faut l'avouer, les gens sont un peu rébarbatifs à se faire tester et tout. Il faut les inciter. Je pense que c'est peut-être une question d'éducation hein, aussi. C'est peut-être la raison. Mais on ne les stigmatise pas. Vous avez eu la COVID. Au contraire, ces patients-là, on les considère comme des héros. Hein. Et puis, je dois vous avouer, l'autre chose, l'avantage que ces gens-là ont, bon, qu'on arrive à les sauver, c'est tout le service qu'on peut leur donner parce qu'ils n'attendent pas, ils ont tout le personnel à leur chevet, ils se rendent compte qu'ils sont importants et vous savez comme moi, notre fierté, c'est nos statistiques, c'est de savoir combien de personnes as-tu pu sauver, combien de personnes as-tu pu guérir, combien qui sont sortis indemnes de la COVID-19. Alors, ces gens-là ne se sentent pas stigmatisés, généralement. C'est tout. C'est tout? OK, merci, docteur. Nous parlons Oui. docteur Deroulo prend la parole pour le présenter portion par là. Et si il y a OK, une très bien. question qui vient pour pendant docteur Deroulo a présenté, nous voyons au bas et puis nous regardons si nous avons fait et si nous avons réponse à la question ça avant nous finir à 7 heures. OK, c'est très bien. Merci, Jérémy. Merci. En tout cas, merci pour votre écoute. Hein. Merci, ça a été un plaisir. Docteur Deroulo, qu'on Et docteur Deroulo, en fait, et je vous ai écrit sur le chat, c'est pour dire, comme on n'a pas le protocole en salle d'opération, est-ce que vous pourriez pas dire quelques mots là-dessus en termes de qu'est-ce qui se passe si un patient COVID-19 doit être opéré? Bon, je peux vous dire que L'équipement de protection individuelle est le même. exactement, l'équipement est le même. Et puis, avant d'entrer le malade en salle d'opération, parce que ce malade-là va être intubé, le test de COVID doit être fait. Donc, le test, sitôt fait, on détermine si le malade est COVID positif ou négatif. Si le malade est COVID positif, si ce n'est pas une urgence, on peut retarder l'intervention. Si c'est une urgence, bon, on va tenter l'opération quand même, mais on essaie, parce que ces malades-là, pour ces malades, l'intubation, on peut ne pas pouvoir les extuber. Okay. Donc, on essaie autant que possible de ne pas intuber ces malades. OK, merci. Je vous en prie.
Jérémy, s'il n'y a plus de questions, on passe la parole au docteur Derivoire pour la clôture. S'il n'y a plus de questions. Oh, il y a une question. Nous avons deux autres questions. D'accord. Nous avons une question. D'accord. Docteur Suren? Docteur Turen? Oui, je suis là. Oui. Une question. Faire des consultations du département COVID, puis passer à une consultation au département non COVID n'augmente-t-il pas les risques de transmission? N'y a-t-il pas des équipes dédiées à la PEC COVID? OK. OK. Bon, généralement, PEC COVID, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous n'avons pas les mêmes termes ici. Programme. Prise en charge. En prise en charge, OK, Oui. prise en charge, c'est bon, merci. Bon, généralement, les patients qu'on envoie en dépistage COVID, ce pas des patients qui sont malades. Par exemple, si la personne m'arrive, comme si je vous dis en clinique, et dit, bon, cette personne-là me dit, bon, j'ai une grippe, une toux, mais je voudrais que vous m'examiniez. Je dis, non, 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 non. Moi, je ne vais pas vous voir, vous allez passer un dépistage COVID. Le dépistage COVID ne provoque aucun risque chez ce patient-là. On arrive dans une clinique ouverte, etc. On prend un tube nasopharyngé, on rentre dans la narine et dans la gorge de la personne, puis on dit allez-vous-en chez vous, vous attendez 48 heures. Cette personne-là n'a pas été en contact avec des gens qui ont la COVID. Vous voyez? Quand quelqu'un est par contre installé dans un temps de COVID et cette personne-là doit retourner chez elle, la personne doit attendre pendant 48 heures, OK? Pour voir, oui, généralement 48 heures, pour voir si son test est positif. Il ne faut pas oublier que son environnement est quand même sain. C'est un patient qui est dans une salle à pression négative où toutes les particules sont allées à l'extérieur. Il est peu probable que ces personnes-là soient atteintes de la COVID. Les gens, par contre, dans certains hôpitaux, j'écoutais les nouvelles hier, un patient qui avait la leucémie, qui a contracté la COVID pendant qu'il était à l'hôpital. Mais généralement, ce n'est pas en salle d'urgence. C'est pendant que la personne est hospitalisée. Ça peut être une infirmière et quelqu'un qui a été contaminé, qu'il touche, ou bien un autre patient qui a eu la COVID, qui peut lui donner la COVID. Mais généralement, il n'y a pas de risque de passer de la COVID. Et ça n'existe pas de passer du département COVID à un endroit sain. Ce qu'on fait, on fait la test COVID, on attend le résultat, vous êtes sain, vous pouvez aller dans un endroit sain. Mais la personne n'atteint pas la COVID dans un département de dépistage de COVID. Non, non. La question a été quand vous-même médecin, vous passez d'un département, par exemple, COVID à un département non COVID. Ah oui. Oh non, on se déshabille complètement. Personnel de santé. Oui. Quand on passe au département de COVID, c'est avec la blouse, comme je vous dis, je jette la blouse, et mon masque et ma visière est nettoyée, mon N95 est nettoyé, j'ai les 2 paires de gants qui sont jetés, je ressors tout neuf. Tout ce que j'avais sur moi est tombé à l'eau, est tombé dans la poubelle. Alors, il y a peu de chances que je contamine. Ça pourrait arriver, mais nous n'en avons pas eu. Si on suit les règles de décontamination, on se lave les mains à chaque étape, la façon d'enlever le masque et tout, il est peu probable qu'on ait des contaminations en passant de COVID à un département non COVID. Mais généralement, comme je vous dis, quand on rentre en COVID, on va passer 2-3 heures, puis on sort, là, on se lave complètement les bras. Moi, je me lave les bras, les mains, je me lave aussi le visage. Mais nous n'avons pas eu de cas où le médecin a été contaminé par la COVID jusqu'à présent. Comme je vous dis, il y a un seul médecin qui a été contaminé, mais par sa malheureuse épouse. Bien heureuse épouse, excusez-moi. Le lavage des mains au savon s'avère efficace. Pourquoi déconseillez-vous le séchage des mains à l'air chaud? Parce que le séchage de l'air à l'air chaud va disperser. Supposons qu'il y a des particules, ça va disperser les particules dans l'air.
Alors, il faut éviter de disperser. On suppose que, et c'est une très bonne question, en fin de compte, c'est tout à fait hypothétique. On suppose qu'on a lavé les mains sont secs, mais est-ce que dans l'air, est-ce qu'il y avait des particules? On ne le sait pas. Alors, on ne prend pas de chance, on se lave, on se fait sécher les mains avec du papier ou bien une serviette qui nous appartient, vous voyez? Et puis, même le robinet, on tient avec le papier, comme je vous disais. Les conditions de pratique en clinique appliquées au Québec me semblent très difficilement transférables en Haïti. Doit-on systématiquement référer à un hôpital avec risque de surcharge? Pour ce qui est de la clinique, c'est praticable en Haïti, hein, pour la clinique. Comme je vous dis, pour la clinique, c'est le plexiglas qu'il me faut. Il me faut un siège que je nettoie après chaque visite. Il me faut un masque et puis le liquide pour hydroalcoolique, je veux dire, avec lequel je me nettoie les mains. Alors, ça se fait facilement dans un bureau en Haïti, je suppose. Vous voyez, le seul problème qui se pose pour Haïti, comme je vous dis, si la personne on a un soupçon de COVID, idéalement, ce serait bon, si on avait les moyens, de lui faire passer le test de COVID et après que le test de COVID soit passé, que la personne revienne nous voir. Alors, on diminuerait les risques de contagion. Mais c'est possible parce qu'en bureau, quand on est ici en bureau, écoutez, on est livré à nous-mêmes. Hein? C'est sûr qu'on a les examens plus rapidement et ils sont disponibles, mais nous sommes livrés à nous-mêmes. C'est comme si vous étiez en Haïti. Dans quel secteur change-t-on ses vêtements avant de quitter l'hôpital? Et il y a une salle, plusieurs endroits. Les femmes préfèrent, assez souvent, elles vont dans les toilettes, mais il y a la salle de déshabillage où il y a le linge, où les gens se déshabillent normalement, et tout simplement, et puis le linge est jeté dans un sac en dehors de la salle de déshabillage. On se déshabille, le linge tombe par terre, on met son linge propre, et puis on met tout dans un sac qui est à l'extérieur dans un couloir, tout simplement. Mais de toute manière, le virus ne survit pas tellement longtemps sur le coton hein, non plus. Hein. C'est peut-être comme sur le carton, hein, probablement 24 heures, s'il est là. Il n'y a plus de Merci, questions. docteur. Oui. Il y a d'autres questions après ça. Merci. Ah bon, ok, c'est bon, merci. Docteur Derivoire, vous fermez pour nous? Non, ça va. OK. Donc, il me reste au nom du forum à remercier chaleureusement le docteur Turenne pour cette présentation très instructive et surtout très pratique et qui est basée d'ailleurs sur du concret. Parce que, comme il nous l'a dit, au niveau de leur hôpital, ils n'ont pratiquement pas enregistré de contamination du personnel médical. Et je crois que l'un des objectifs de cette conférence était de nous montrer, nous autres, comme professionnels de santé, comment nous pouvons continuer à prendre soin de nos patients tout en nous protégeant et aussi en continuant à protéger les patients. Je pense qu'il y a plusieurs messages clés dans cette présentation. Je ne sais pas si j'ai tout retenu, mais quand même, j'ai bien retenu cette notion de temps à pression négative que nous n'avons peut-être pas, malheureusement pas en Haïti, mais il faudra y penser. L'un des messages clés, c'est que le linge porté à l'hôpital ne doit pas sortir de l'hôpital. Un autre message clé que j'ai retenu, enfin, c'est cette façon ingénieuse, plutôt je dirais, de mettre les gants en faisant un trou dans la blouse pour que le gant reste en place. Ensuite, le dépistage de tout patient qui va être opéré. Et puis, le fait que tout patient va être opéré doit porter un masque. Ensuite, j'ai retenu aussi qu'on doit, en tant que personnel de santé, diminuer le temps d'exposition quand on voit un patient. Ne pas trop s'éterniser, il a parlé de 15 à 20 minutes maximum. Je pense que c'est très important et que toute personne de plus de 14 ans devrait être vue seule ou diminuer le nombre de personnes présentes dans une salle et puis qu'il faut nettoyer tout le mobilier après le passage des patients.
En fait, tout un rituel, j'ai cité là simplement quelques éléments, tout un rituel qui a montré son efficacité au niveau de l'hôpital où travaille le docteur Turenne et au niveau du système québécois. Et on a intérêt justement à pratiquer ce rituel. Dommage qu'on n'a pas pu avoir plus sur le bloc opératoire, mais comme il l'a dit, la plupart de ce qu'il a dit est encore valable pour le bloc opératoire. Donc, je pense que c'est une présentation très instructive. Et comme on a enregistré, pour ceux qui sont intéressés, on va pouvoir vous communiquer l'enregistrement pour que vous puissiez revoir à tête reposée les différents éléments de ce rituel. Donc, je veux aussi remercier, bien sûr, tout le public qu'on a eu. Et alors, il y a une chose, avant de remercier le public, une chose que je dois dire pour le docteur Turenne, c'est qu'il a pu faire ce sacrifice pour être avec nous à 7 heures parce qu'il nous a expliqué très bien que 5 heures à Montréal, ce n'est pas une bonne heure pour sortir et pour prétendre faire des conférences parce que c'est une heure où ils sont encore au boulot. Mais là, heureusement qu'il a pu se dégager de ses responsabilités aujourd'hui pour nous présenter cette conférence. Donc, on lui doit donc une fière chandelle. Et je remercie aussi au nom du forum sa fille qui lui a servi d'interprète et qui a lu les questions. Nous remercions aussi tous les participants qui ont fait l'effort d'être là aussi après une journée de travail. Ce n'est pas évident, donc ils terminent leur journée de travail avec cette conférence. Merci d'avoir été là. Et merci à notre infatigable Jérémy qui héberge et qui administre nos conférences. Pour les prochaines conférences, bon, c'est vrai que l'actualité est toujours dominée par la COVID, mais même si c'est le cas, les autres pathologies et les autres secteurs de soins n'ont pas chômé pour autant. Donc, dans les prochaines conférences, on va venir avec d'autres sujets qui pourront vous intéresser, qui sont des sujets d'actualité. Mais je dois vous dire que même si vous ne faites pas partie du forum, vous qui nous écoutez, qui venez régulièrement à nos conférences, si vous avez des sujets qui vous intéressent, vous pouvez nous les suggérer. Si l'un d'entre vous a une conférence aussi qu'il veut faire sur un sujet qu'il pense qu'il peut intéresser tous les autres, il peut également nous en faire part. Donc, sur ce, je dis merci à tout le monde. Merci encore à Jérémy. Merci au docteur Rochelin. Merci au docteur Desrouleaux. Et bonne soirée à tout le monde. Et aujourd'hui, on n'a pas pu avoir docteur Poitvien. Elle est retenue par d'autres activités. Merci encore et bonne soirée à tout le monde. Allô? Oui, tout est bien. Merci. Ah, d'accord. OK, d'accord. À la prochaine. À la prochaine.